Merci pour l'introduction, merci également pour l'invitation. Bonsoir tout le monde, donc, je suis Christophe Mazola, je suis expert en cybersécurité. Mon titre officiel est responsable sécurité des systèmes d'information. En gros, j'ai à charge la politique de sécurité des entreprises. Et également, une des raisons pour lesquelles je tenais à faire cette conférence suite à l'invitation d'Antoine, c'est que j'ai participé au plan cybersécurité qui a été mis en place sur l'impulsion du ministre Collignon l'année dernière à destination des pouvoirs locaux. Et donc on fera un petit panorama de la situation en Wallonie suite à ces audits. Donc, cybersécurité, c'est un bien grand mot. Mais c'est de mon point de vue, ce n'est plus un luxe, c'est devenu un produit de première nécessité. On le voit, on est dans une société de plus en plus numérique, toute notre vie tient dans un smartphone et on est devenu complètement dépendant du numérique, complètement dépendant de toutes ces applications en ligne que nous utilisons, que ce soit des banques aux réseaux sociaux. Et le problème, c'est qu'on n'a pas donné les armes adéquates aux utilisateurs de pouvoir se prémunir face à tous ces défis, face à tous ces challenges, face à toutes ces menaces. Donc c'est définitivement devenu un produit de première nécessité et on va voir également l'impact que ça peut avoir sur vous en tant que citoyen. De premier abord, qui a déjà fait l'expérience d'une arnaque en ligne, d'une attaque de cybersécurité? N'ayez pas honte, vous pouvez lever la main. Donc voilà. Ça parle de soi-même, on entend ça tous les jours aux informations. La semaine dernière, ce qui faisait la une, c'était une société à Hong Kong qui a fait un virement de plus de 25 millions d'euros sur une arnaque au président. Cette semaine en France, c'était 33 millions d'identités numériques qui ont été volées, 33 millions, donc c'est près de la moitié de la population française. Leur numéro de sécurité sociale, leur nom, leur prénom, leur adresse physique, adresse email, le contrat qu'ils ont signé avec les services de tiers payants ont été exfiltrés suite au piratage de 2 prestataires pour la sécurité sociale. Donc c'est avec nous tous les jours. Et donc l'objectif, c'est d'être en cybersécurité. On comprend ce que peut être être en sécurité, on comprend très bien. La cybersécurité, c'est parfois un mot un peu effrayant, un mot un peu, ça fait un peu magie noire. Les gens ont un peu de mal avec la cybersécurité, mais au final, c'est très simple, la cybersécurité. Et on va déjà voir les principes de base liés à la cybersécurité. La première chose, c'est le mot cyber. Le mot cyber, ça représente tout ce qui est l'univers numérique, les applications que vous utilisez, même votre banque aujourd'hui est numérique, donc ça fait partie de votre univers cyber. La deuxième chose, c'est la sécurité, donc on va passer là-dessus, on comprend ce que ça veut dire. Le troisième principe de base de la cybersécurité, c'est ce qu'on appelle la triade CIA en anglais ou CID en français pour confidentialité, intégrité et disponibilité. Ce qui veut dire avoir la bonne personne avec le bon accès, qui a accès à la bonne information au bon moment. Ça peut penser très simpliste, mais c'est exactement ce qu'on recherche avec la cybersécurité et d'une manière générale la sécurité de l'information, c'est avoir cet élément-là. Un autre élément très important de la cybersécurité, c'est la gestion des risques. Et on va parler de notion de risque acceptable. Vous faites également de la gestion de risque à longueur de journée dans vos vies. Des personnes vont éventuellement sauter en parachute, d'autres ne vont pas le faire parce que ça va dépendre de leur appétence pour le risque. En cybersécurité, c'est pareil. Parfois, on va décider d'utiliser certaines applications. On va essayer de faire certaines choses ou pas en fonction du risque que nous avons et du risque que nous apprécions en fonction des applications que nous utilisons. Et enfin, ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais c'est la simplicité. La cybersécurité, si elle doit être adoptée, ça doit être simple. Et la sécurité et la cybersécurité, c'est vraiment simple. C'est beaucoup de détails, mais c'est 3 moyens de prendre contrôle. Qui a déjà essayé de voler une voiture ici dans l'assistance? Bon, si vous voulez voler une voiture, vous avez 3 moyens de prendre contrôle de la voiture. On est d'accord? Vous allez essayer d'attaquer la voiture, de voler les clés, ou alors de distraire ou d'attaquer le conducteur. Pour la cybersécurité, c'est exactement pareil. On a 3 moyens de prendre contrôle de la cybersécurité, mais après, derrière ça, il y a beaucoup de détails. Donc, si on parle par analogie avec la voiture, on va essayer d'attaquer la voiture, de crocheter la serrure. En cybersécurité, on va essayer d'attaquer la technologie directement. Ça va être sur des mauvaises configurations, sur des logiques applicatives qui sont un peu mal fichues.
mais donc on va essayer d'attaquer la technologie. Ou alors, le deuxième moyen, c'est de voler les clés. En l'occurrence, pour la cybersécurité, ça va être attaquer les identifiants, les mots de passe, les clés sécurisées, etc., etc. Le troisième pilier, c'est de distraire et d'attaquer l'utilisateur. En l'occurrence, pour la cybersécurité, on va faire appel à de l'ingénierie sociale. Et on doit démystifier la cybersécurité parce qu'au final, si elle doit être adoptée, il n'y a pas d'autre choix que de la faire accepter. Et le cerveau humain est réticent à la complexité. On essaie toujours d'aller à la solution de moindre effort. Et c'est ancré en nous, c'est physique, c'est génétique. On essaye d'aller aux solutions les plus simples et les plus directes, car elles sont faciles à comprendre, faciles à appréhender. Un exemple, c'est le scotch sur la caméra de votre webcam. Qui fait ça, par exemple? Vous avez raison, parce qu'on peut pirater une caméra sans que vous soyez au courant. Le fait qu'il y ait une petite lumière qui indique que la caméra est en action, ça ne change rien. On peut avoir accès à votre caméra sans qu'il y ait cette lumière allumée. Et pourquoi les gens font ça? C'est parce qu'en fait, c'est simple à comprendre, c'est simple à maîtriser, c'est juste un morceau de scotch. On n'en parle plus, j'en ai d'ailleurs un moi-même également. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution aussi facile à mettre en place qu'un scotch sur une caméra ou qu'une ceinture de sécurité dans une voiture. Si vous respectez les règles lorsque vous êtes en voiture, et que les autres usagers le font également, si vous attachez votre ceinture de sécurité, si vous arrive un accident, vous êtes plus ou moins en sécurité, dépendant de plein de facteurs, mais en tout cas, c'est une solution facile et rapide à mettre en place. 2 secondes, vous êtes attaché, vous êtes sécurisé. En cybersécurité, il n'y a toujours pas de solution miracle, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais à l'heure actuelle, on doit toujours faire un compromis entre facilité, liberté et sécurité. Un autre point qui est important en cybersécurité, et je vais répéter ce mot cyber, je pense, tout au long de cette conférence, c'est la surface d'attaque. Quand j'arrive dans une société et qu'une société fait appel à mes services, je vais définir la surface d'attaque. La surface d'attaque, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les parties de la société qui représentent en fait tous les points d'accès possibles, ou en tout cas tous les leviers qu'un hacker pourrait utiliser pour essayer d'intercepter des données, pour essayer de rentrer sur le réseau de l'entreprise ou d'une manière général, accéder aux données de l'entreprise. En tant qu'être humain qui a accès à une boîte mail, qui a accès à des réseaux sociaux, qui a accès à une banque en ligne, vous avez également une surface d'attaque. Vous utilisez peut-être Facebook, Instagram, vous utilisez peut-être Dropbox pour l'échange de fichiers, vous avez peut-être une boîte mail Gmail, Outlook ou que sais-je. Tout ça fait partie de votre surface d'attaque. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, ou dans les prochains jours, c'est de réfléchir à tous les services que vous utilisez. En moyenne, vous avez peut-être 40, 50, 60 mots de passe, 60 comptes créés quelque part. Et donc tout ceci représente votre surface d'attaque qui peut représenter une vulnérabilité potentielle. Et donc c'est quelque chose que vous devez monitorer, c'est quelque chose que vous devez garder en contrôle. Et pour ça, vous devez faire une liste de tous les services que vous utilisez en ligne. Ça va être vos applications sur le smartphone, les sites sur lesquels vous avez créé un compte en ligne. Ça peut être, si vous êtes un sportif, Runstatic par exemple, ou Strava. Ça peut être des sites de streaming comme Deezer ou Spotify. Tout ceci représente votre surface d'attaque. Parce que, imaginons, vous avez un compte Deezer. Deezer se fait pirater, ce mot de passe est utilisé sur d'autres comptes. Au final, vous êtes potentiellement, votre surface d'attaque est impactée et donc vous êtes potentiellement la cible de hackers sur d'autres comptes, boîte mail, réseaux sociaux ou autres. Et être en cybersécurité, c'est voir cette liste, voir des risques un peu partout et d'essayer de les atténuer, que ce soit par des stratégies liées à des mots de passe, etc., etc. Mais ça, on verra ça un peu plus tard dans la conférence. Parce qu'au final, si vous utilisez votre ordinateur tous les jours, ou en tout cas ou votre téléphone tous les jours, vous utilisez vos données au quotidien. Mais qui possède vos données? Déjà, qu'est-ce qu'on appelle données? Les données à l'heure actuelle, les données numériques, les données personnelles, c'est un peu l'or noir, enfin le nouvel or numérique, c'est un peu le nouvel or noir du numérique, le pétrole du numérique si on veut. C'est un actif numérique clé. Pourquoi? Parce que ça représente un capital vital en économie numérique.
Les sociétés ont besoin de ça. Ça peut être une monnaie d'échange, mais surtout, c'est un business. Il ne faut pas se leurrer. Beaucoup de services sont gratuits parce qu'au final, on est le produit. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Google, son business model, c'est vendre les données personnelles. Facebook, bien qu'ils aient la volonté de mettre en place un abonnement pour éviter le tracking de ses utilisateurs, on est toujours à la merci du tracking de Facebook. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Mais c'est un business. Et il y a même des sociétés, ce qu'on appelle des data brokers ou des courtiers en données, qui vont en fait collecter vos données personnelles. Et elles vont être revendues à des sociétés qui ont pignon sur rue. On va parler de Deleuze, de Colruyt, de Carrefour. Ils font appel à des data brokers qui vont collecter ces données sur vous pour faire de la publicité ciblée. Et donc toutes ces données, à chaque fois que vous rentrez vos données sur un site internet, vous créez un compte, vous alimentez ces bases de données. Est-ce qu'un site internet qui vous propose du service streaming a besoin de votre adresse physique? Je ne pense pas. Pourtant, la plupart des gens le font. Il faut faire ça en bonne conscience, c'est-à-dire que je ne suis pas le plus catholique que le pape. On va dire que si vous voulez faire des recherches sur moi, vous pouvez, on va avoir des données un peu partout. Mais je le fais en conscience, en bonne conscience, en connaissance de cause. Je sais le risque, mais le risque, je l'accepte. Après, c'est à vous de voir si véritablement vous êtes prêt à accepter ce risque. Et on va parler d'identité numérique. Pourquoi les entreprises veulent tout savoir sur vous, à votre avis? Ça a été dit dans le slide précédent, l'argent. C'est un business model. Et votre identité numérique se compose de plusieurs éléments. Dans un premier temps, il y a vos identifiants personnels. Ça peut être votre login que vous utilisez pour vous connecter sur un service en ligne. Il va y avoir vos données biométriques. Apple, par exemple, ou Android stocke vos données biométriques si vous les activez. Ça peut être partie de votre identité numérique. Les données personnelles que vous rentrez, vos adresses physiques, numéro de téléphone, votre profil en ligne. Là, on va parler plus réseaux sociaux, par exemple. Vos comportements en ligne. On peut faire du profilage sur vous en fonction des commentaires que vous pouvez laisser, des avis que vous pouvez laisser sur Google, par exemple. Et enfin, les cookies. Et ça, on va parler un peu quand même. Les cookies. C'est utile de les refuser. Il faut les refuser. Il faut les refuser. Mais on vous rend... peut pas toujours. Ben oui, mais en fait, on vous rend la tâche très difficile. On vous rend la tâche très difficile. Pourquoi? Parce que les cookies, c'est ce qui va vous permettre de vous traquer et de faire de vous un profil unique pour vous faire de la publicité ciblée. Et qui dit publicité ciblée veut dire de l'argent pour le site internet. C'est tout simplement ça. Et ils font des choses très difficiles. Il y a plein, on va faire une petite aparté. Donc l'ADP, l'autorité de protection des données, l'APD, la plupart des amendes qui sont émises viennent généralement de marketing, de campagnes de marketing qui ont été faites de manière un peu maladroite ou sans le consentement des gens. 7 sur 7 par exemple, et tout le groupe média qui appartient à 7 sur 7 a été condamné à plusieurs milliers d'euros d'amende parce que justement la gestion des cookies était calamiteuse. Et je vais vous montrer l'exemple de 7 sur 7 justement dans le prochain slide. Donc définition d'un cookie. Le rôle des cookies, en fait les cookies ce sont des petits fichiers texte qui sont enregistrés sur vos appareils qui vont vous permettre d'avoir une meilleure expérience de la visite. Ça c'est la bonne manière de dire qu'en fait on va utiliser les cookies pour pouvoir faire du tracking et pouvoir vous vendre des publicités ciblées. Et donc il y a plusieurs types de cookies, des cookies de session qui disparaissent lorsque vous fermez le navigateur, des cookies persistants qui vont rester un certain temps défini, ça peut être un jour, une semaine ou un an. Et après, des cookies tiers. Et c'est ceux qui posent le plus problème parce que ce sont les cookies qui appartiennent aux partenaires des sites internet que vous visitez et pour lesquels ils sont rémunérés à chaque fois que vous acceptez les cookies. Et donc, ces cookies sont dispatchés entre plusieurs catégories, nécessaires, fonctionnelles, analytiques, de performance et publicitaires. Il y a beaucoup d'opacité vis-à-vis de la gestion des cookies. On est mieux qu'il y a quelques années. Le RGPD est en place depuis mai 2018. Il y a encore beaucoup de non-conformités. L'amende pour le groupe Média 7 sur 7, on parle de ça de l'été 2023, donc c'est encore récent. Et encore, ils ne sont toujours pas conformes, mais ils sont un peu améliorés.
Et donc, c'est un abus légalisé. Je pense que vous êtes familier sur ces images. Je vais en montrer un deuxième également. Bon. Pour ceux qui sont un peu loin et c'est un peu flou, ici, donc, c'est la bannière de cookies pour 7 sur 7. Je les prends en grippe parce que je les ai contactés à plusieurs reprises avant qu'ils changent leur bannière de cookies. Ils ne m'ont pas écouté. Puis ils sont pris une amende de 15 000 €. Ils ont listé 135 partenaires publicitaires. Le problème, c'est que normalement, vous devez marquer « D'accord », modifier manuellement. Vous devez avoir un bouton qui dit « Refuser tout ». Oups, pardon. Voilà. Ici, c'est encore pire. À Actu.fr, plus de 565 partenaires. C'est-à-dire que si vous acceptez les cookies, votre profil utilisateur va être partagé avec 565 partenaires. Mais si vous refusez, ben en fait, ils vont vous demander de payer 2 € par mois pour visiter leur site internet. C'est légal Oui. Oui. En fait, la Commission européenne a jugé qu'il est possible de faire payer un abonnement à condition que le tarif soit proportionné avec le site internet. C'est-à-dire que 2-3 €, c'est OK. Facebook, par exemple, avait proposé une quinzaine d'euros l'abonnement. Et en fait, ça a été refusé par la Commission européenne qui jugeait ce prix disproportionné. Mais donc, si vous décidez de cliquer sur « Modifier manuellement », ben vous allez arriver sur cette page. Et vous allez voir les partenaires de 7 sur 7. Et vous allez voir du Google Analytics, du Facebook, du TikTok, du Bing, du Google Forms, Instagram, Snapchat, Spotify, Booking.com, etc., 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 etc. Et ce qui nous donne parfois l'impression d'être écouté. Je pense que vous avez déjà eu tout ça dans l'assistance. C'est que vous parlez d'un sujet et étrangement, 1 heure après, ça apparaît sur le téléphone. Ben, en fait, il y a un biais aussi de reconnaissance, le fait qu'on pense à quelque chose et après on focalise là-dessus. J'ai un exemple concret qui n'a rien à voir avec l'informatique, mais j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que certains modèles de Mini Cooper avaient le drapeau UK sur les freins arrière. Pas tous les modèles. Et bien, étrangement, maintenant, toutes les Mini Cooper que je vois ont ces phares arrière avec le drapeau du Royaume-Uni. Cela étant dit, ça nous sert. Enfin, les cookies servent à vous profiler et c'est un abus totalement légalisé. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, prendre conscience de la situation. Regardez le réseau de toutes vos activités en ligne. Regardez qui détient les clés de vos données personnelles. Êtes-vous sûr que c'est légitime? Êtes-vous sûr qu'ils ont vraiment besoin de toutes vos données? Qui possède vos données? Où est-ce qu'elles sont localisées? C'est très important. Les gens n'ont pas conscience que quand vous allez sur Facebook et que vous jouez à un jeu, vous donnez parfois accès à vos messages, vous donnez accès à vos listes de contacts, à votre numéro de téléphone. Qu'est-ce que l'application qui va vous dire à quel acteur vous ressemblez a besoin d'avoir accès à vos messages personnels? À rien. Et pourtant, des millions de personnes le font. Donc il faut être conscient de tout ça. Oui? Quand on joue tout seul alors, sur Internet. Ah non, mais après ça dépend, mais je prends l'exemple des jeux sur Facebook où en fait c'est une application intégrée au réseau social où en fait vous devez donner des droits d'accès à votre profil. C'est plus dans ce contexte-là. Voilà. Mais donc du coup, comment le tracking fonctionne? Pour repartir sur les cookies, est-ce que vous pensez que juste en naviguant sur un site internet, on peut savoir que vous êtes unique? Juste en visitant un site internet. Oui. Qu'on soit unique. Oui. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'en visitant 2 sites internet sur par exemple Facebook, sans vous authentifier ou quoi que ce soit, vous visitez Facebook et Google peuvent faire le rapprochement sans que vous ayez rentré le moindre identifiant. Oui. Pas que, mais oui, en fait, je vous propose de faire ce test. Allez sur amiunique.org. C'est un site qui a été créé par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique de Lille. Et en fait, en se connectant sur ce site internet, vous allez avoir la possibilité de savoir quels sont tous les attributs que vous partagez avec un site internet quand vous le visitez, sans votre consentement, sans rien. Ce que le site internet peut savoir sans même que vous fassiez la moindre action, juste en visitant le site internet. Et vous pouvez voir qu'en faisant le test, il y a 4 éléments principaux. Le premier, j'utilise un MacBook comme 10% des personnes qui ont fait ce test-là. J'utilise Google Chrome comme 43% des personnes qui ont fait ce test-là. J'ai le langage de mon ordinateur qui est en anglais comme 75%.
des gens, et je suis en UTC plus 1 au niveau de la time zone, comme 13% des personnes qui l'ont fait. Mais après, si vous regardez, vous avez plein d'attributs, et vous voyez des taches rouges, jaunes, et en fait, c'est au niveau de pourcentage. Par exemple, quand vous connectez sur un site internet, vous communiquez toutes les polices d'écriture qui sont installées sur votre ordinateur. Par exemple, j'en ai 206 installés sur l'ordinateur, ce qui fait de moi un utilisateur complètement unique. Et donc, juste avec cet attribut, par exemple, 2 sites internet pourront recouper et savoir que je suis allé, par exemple, sur un site internet de concessionnaire automobile et après sur un deuxième. Et donc, potentiellement, je souhaite acheter une voiture et donc je vais avoir des publicités ciblées sur des voitures, tout simplement. Oui. En fait, j'avais une petite question concernant Booking.com parce que j'ai eu pas mal de soupçons par rapport à leur façon de fonctionner, notamment suite à la hausse de prix d'un hôtel où je vais parfois en Bourgogne de plus de 300% avec les années. Est-ce qu'ils utilisent un logiciel pour voir la fréquentation du site et en fonction des réservations, est-ce qu'ils modifient les prix ou pas? Alors, est-ce qu'ils peuvent voir ça? Oui. Est-ce qu'ils l'utilisent à cet escient-là? Je ne sais pas. De mon avis, je pense que oui. Mais après, ça serait les condamner ouvertement d'une pratique qui relève de la fraude. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais de mon avis, oui, je pense que en tout cas, c'est techniquement faisable. Et donc, vous avez comme ça tout un tas d'attributs. Je ne vais pas indiquer toute la liste, mais même la batterie, par exemple, peut être utilisée comme attribut. Et c'est un attribut que vous partagez à un site internet sans même faire la demande d'acceptation des cookies. Ce sont des attributs techniques que vous fournissez au site internet que vous visitez. C'est intéressant. Hein? Allez. Maintenant que je vous ai mis un peu dans le bain de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et qu'on est un peu aligné sur certaines définitions, on va parler du rôle de l'État. Parce qu'il y a l'RGPD déjà, premièrement. Et donc, techniquement, ça devrait vous aider un peu. Techniquement seulement. Mais en tant que citoyen, il y a 3 piliers sur lesquels vous devez vous reposer par rapport à vous en tant que citoyen et le rôle de l'État. C'est la confiance, car il y a un contrat social qui se fait et qui repose sur la confiance accordée pour la gestion des données personnelles. Toutes nos cartes d'identité ont une carte à puce, toutes les données sont stockées à l'échelle fédérale et vous avez une certaine confiance qui est accordée à la manière dont c'est géré. Comme vous accordez une certaine confiance à un billet de banque, si un billet de banque vaut 20 €, ce n'est pas seulement parce que c'est écrit dessus, c'est parce qu'il y a une confiance accordée à hauteur de 20 €, pas 19, pas 21, il y a une confiance accordée à hauteur de 20 €. Ben pour la gestion des données personnelles, c'est pareil. Il y a un contrat social qui est fait. La deuxième, c'est la transparence. La protection des données du citoyen doit se faire en totale transparence. Elle est essentielle, c'est-à-dire que vous avez l'autorisation de demander à l'État fédéral, aux communautés ou à la région de savoir qui consulte vos données et dans quel contexte. Mondossier.be, par exemple, le fait très bien. Vous avez une possibilité de voir qui a consulté vos données là-dessus. Parce qu'au-delà du RGPD, c'est de toute façon une question de transparence pour éviter tout type d'abus. Et enfin, la connaissance, et c'est là le plus problématique, c'est au niveau local. Parce que, in fine, c'est Chantal de la compta ou des ressources humaines qui va éventuellement traiter vos données dans le pouvoir local. Ce n'est pas au niveau fédéral, ce n'est pas au niveau des communautés, ça va être au niveau local. Et le problème, c'est qu'il y a parfois un manque de transparence au niveau local et les citoyens doivent comprendre comment leurs données sont traitées au niveau local. Et pour ça, vous devez prendre action. Il doit y avoir une implication citoyenne, c'est-à-dire exiger des politiques de transparence dans le traitement de vos données, comment elles sont protégées. Parce qu'en face de nous, il y a des États... non, c'est juste après. C'est exiger la formation continue des employés des pouvoirs locaux en cybersécurité, parce que comme je l'ai expliqué, ça va être la personne que vous avez au guichet qui va traiter vos données. Ça ne va pas être la personne qui est dans la base de données de votre carte d'identité. C'est la personne que vous avez au guichet en face de vous à chaque fois que vous allez à la maison communale. Et enfin, la participation citoyenne doit être encouragée sur le sujet pour une meilleure protection de vos données. Parce que oui, l'État prend des décisions de faire éventuellement, il y a une discussion sur le passeport numérique.
on veut numériser, on veut rendre le passeport numérique et virer le passeport papier. Est-ce que vous avez été consulté sur ça? Non. Mais c'était approuvé par la Commission européenne et c'est mis en place en 2030. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait une prise de conscience générale sur le sujet. Je prêche peut-être pour ma paroisse, mais c'est décidément. Formidable. C'est la responsabilité de l'État et c'est un devoir régalien de l'État que d'assurer votre sécurité. Et par sécurité, il y a aussi la sécurité de vos données. Pourquoi? Parce qu'en face, au-delà des hackers parfois malveillants, surtout maintenant avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on fait face à des nations armées comme top 4, je pense que tout le monde sera d'accord, les États-Unis, la Russie, Chine et Israël, qui ont des armées de hackers financées par les deniers publics. Ça commence à être le cas également en Belgique, en Europe, mais on fait face à des nations bien plus armées. Et grâce aux directives européennes, on a eu le RGPD, on a une nouvelle directive qui est liée à la cybersécurité qui arrive, qui va être mise en application en octobre 2024, qui s'appelle NIS 2 pour Network and Information Security, ou alors Réseau et Sécurité de l'Information en français, qui définissent les grandes lignes sur la sécurité informatique, ce qui est une bonne chose. Mais il y a les définitions au niveau européen, il va y avoir une définition au niveau national, mais c'est donner les moyens, et ça il y a un vrai problème de budget, des moyens pour les pouvoirs locaux. Et l'État doit également soutenir de manière plus significative les communes, en particulier les plus petites. Et pour ça, vous avez besoin d'interpeller également les politiques. Et c'est pour ça que ça doit être un enjeu important avec les élections à venir. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. On va parler du rôle des communes maintenant. C'est un peu compliqué parce que c'est elles qui manipulent directement vos données. Elles sont responsables de la mise en œuvre des politiques décidées à l'État, par l'État fédéral et par les communautés. Le problème, c'est que souvent, elles sont laissées à l'abandon au niveau des budgets parce qu'on leur dit de faire quelque chose, mais après, est-ce que c'est appliqué? Peut-être pas. Et c'est à vous de pousser pour être sûr que votre sécurité de vos données soit bien protégée et que vous ne retrouvez pas comme dans le cas français actuel où 33 millions de Français ont leurs données sécurité sociale dans la nature. Par qui, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, on ne sait pas. Mais 33 millions de Français ont vu leurs données de sécurité sociale s'envoler. Et le problème des communes, également au-delà du budget qui est effectivement un problème central, c'est qu'on est face à une sécurité qui est politisée. Et ça fait partie de la complexité du problème pour les élus politiques. La cybersécurité, c'est pas vendeur, c'est pas sexy. On voit le temps des élections, ce que je peux comprendre, et parfois on ne va pas s'engager sur des projets qui vont peut-être être défaits à l'élection suivante. Et comme je le disais, la cybersécurité, c'est pas sexy, il y a des problèmes de budget. Et quand une direction générale a un budget qui est ce qu'il est, entre refaire la route et promouvoir des formations pour ses agents, ils vont refaire la route parce que c'est quelque chose de visible et quelque chose de tangible. Ça, je suis d'accord. Mais généralement, les priorités sont axées sur ce qui est visible, sur ce qui est pratique et c'est sur ce qui parle aux gens. Et je peux le comprendre parce que pour la plupart des gens, on dit c'est dans le cloud, c'est l'État qui gère. Très bien, si c'est l'État qui gère, ça doit être géré convenablement. Ce n'est pas toujours le cas. Les compétences s'amenuisent, il y a une baisse des budgets. Et aussi, pourquoi rien n'est fait depuis 6 ans alors que le RGPD est mis en place? Et ça, je l'ai appris il y a très peu de temps. C'est qu'on ne tape pas au portefeuille en cas de non-conformité. C'est-à-dire qu'ils vont être tapés sur les doigts, mais aucune amende. C'est-à-dire qu'une société privée va se prendre des amendes dès qu'il y a la moindre non-conformité. Une entité publique, circuler, il n'y a rien à voir. Pas très légal. Et c'est quelque chose de belgo-belge. On n'a pas ça dans les autres pays de l'Union européenne. Petit Calimero. Parlons de la Wallonie. Pour resituer un peu la Wallonie et la raison de pourquoi je vais parler de ça maintenant, en 2000,
2021, le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, M. Collignon, a lancé un programme cybersécurité à destination des pouvoirs locaux. Pour ça, je le remercie parce que grâce à ça, ça fait 2 ans que je passe du temps à travailler sur la situation en Wallonie et j'ai pu survoler une centaine d'audits. C'est moi qui ai mis en place le cadre de conformité sur lequel l'audit allait être opposé pour qu'on ait le même standard et que les audits soient faits de la même manière, peu importe la taille du pouvoir local, peu importe si c'est une administration communale ou un CPAS. Et il y a pas mal de choses intéressantes que je vais vous dire. Pas tout peut être partagé, mais si vous voulez vous renseigner, il y a des choses qui sont disponibles sur le site internet du Parlement wallon. J'espère qu'un jour, le rapport que j'ai rendu au ministre Collignon sera rendu public. Il y a beaucoup de choses intéressantes dedans, surtout à l'approche des élections. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes au sein de l'administration publique en Wallonie. L'avantage de ces audits, c'est qu'aujourd'hui, on a une cartographie cohérente de la situation des pouvoirs locaux. Et c'est un peu dramatique. On va pas se le cacher. Cela dit, pour moi, et je pense pour les personnes en tout cas qui ont lu ce rapport et qui étaient à charge également de faire ces audits, c'est un défi global, mais c'est une opportunité locale. La Wallonie est bien placée pour relever ce défi. On a des bonnes industries, on a un bon terreau éducationnel en Wallonie, et je pense qu'il y a matière à être un wagon pour à ce niveau-là. Mais pour ça, il faut un engagement fort des pouvoirs publics. Parce que oui, il y a un budget qui a été débloqué pour une partie d'audit et une partie pour armer les pouvoirs locaux, mais la cybersécurité, ce n'est pas un arrêt une fois et puis après on arrête là. Oui. Disons, est-ce que l'Europe a prévu des subsides pour aider les régions dans la cybersécurité? Oui. Après, comment ces subsides sont distribués, c'est un peu toujours l'opacité. Mais il y a des subsides qui sont faits au niveau européen, des subsides qui sont faits également au niveau régional. C'est 2 750 000 euros qui ont été débloqués, c'est des subsides. Et donc ça a permis de financer les audits, ça a permis également de financer, et là c'est le deuxième marché public qui est en cours, donc de financer en formation, de financer en matériel, de financer en logiciel les pouvoirs locaux. Mais c'est déjà un bon début. Donc voilà à quoi ressemble un audit de sécurité. Je ne sais pas qui est fan d'ici, qui est fan d'Excel dans la salle. Mais voilà le résultat final. C'est plein de graphiques, plein de choses. Mais c'est surtout une centaine de questions. Comment ça a été fait? Je ne sais pas si quelqu'un connaît le Centre Cybersécurité Belgique. Je me suis inspiré d'un de leurs cadres de questions pour savoir si une société ou si une entité publique a un bon niveau de sécurité. Je l'ai couplé ça à quelque chose d'un peu plus technique sur base des 35 contrôles informatiques qui permettent d'éviter des attaques informatiques, ce qui donne un résultat. Et les résultats que je vais vous montrer, c'est les chiffres. Ce sont les seuls chiffres que je peux vous partager avec vous aujourd'hui parce que c'est les chiffres qui sont communiqués sur le Parlement wallon. Je n'ai pas encore l'autorisation de communiquer publiquement sur le contenu du rapport, donc je vais m'arrêter à juste ce qui est présent sur ce site internet-là. Donc 100 audits ont été faits, ce qui est pratique pour calculer le pourcentage des chiffres que je vais vous communiquer. On a audité 62 administrations communales et 38 CPAS. Il faut savoir que ça a été fait sur base du volontariat. Il y a eu près de 200 marques d'intérêt qui ont été faites, mais uniquement 100 audits ont été faits, ce qui permet quand même d'avoir une bonne visibilité sur la situation en Wallonie. Et là où c'est amusant, c'est que 55% des pouvoirs locaux ont une conformité inférieure à 20%. Ce qui veut dire que sur base des recommandations du Centre Cybersécurité Belgique, et on ne parle même pas d'arriver au top of the top, mais vraiment d'être en bonne conformité avec la cybersécurité, 55% des pouvoirs locaux ont une conformité inférieure à 20%, ce qui est dramatique. Ce qui est aussi dramatique, c'est que 92% des pouvoirs locaux ont une conformité inférieure à 35%. Oui. Alors, il y à sur le critère du CCB, il y a 18 critères différents qui vont de la sécurité physique aux ressources humaines, aux politiques à la gouvernance informatique,
aux accès, authentification, à la gestion des partenaires et des fournisseurs. On couvre vraiment un éventail complet de tout ce qui a trait à la sécurité des données. C'est dramatique. On s'attendait à des résultats catastrophiques. Je ne m'attendais pas à des choses aussi dramatiques. Et je ne veux pas vous faire peur, hein, mais c'est vraiment pour faire prendre conscience que malgré la bonne volonté, il y a de la bonne volonté dans certains pouvoirs locaux, c'est qu'on est loin d'avoir le résultat qu'on attend des pouvoirs locaux d'un pays comme la Belgique. Les meilleurs arrivent à combien? Le plus haut, je peux l'annoncer, parce que c'est Serein avec 60%. Et parmi les... Il y en a une dizaine, 9 exactement, qui ont moins de 10%. Ouais. Ah. Waterloo dedans. Non, Waterloo n'a pas été audité. Il y a 9 ou 10 communes, enfin 9 ou 10 pouvoirs locaux dans le Brabant wallon qui ont été audités, mais Waterloo n'en fait pas partie. La répartition des chiffres est probablement sur 50% de conformité. Ouais. Oui, en fait, le médian est de 33%. Et en fait, il y a vraiment, à part Serein qui est pour moi une exception, si on fait une courbe de Gauss, en fait, c'est vraiment parfait. En fait. La répartition se fait parfaitement bien. Autre détail important, parce que je parlais du RGPD, 96% des pouvoirs locaux, c'est-à-dire seuls 4 pouvoirs locaux, n'avaient pas de non-conformité au RGPD. Peut être non conforme, mais ça peut passer. Le problème, c'est que 82% avaient une infraction grave au RGPD, ce qui veut dire que si c'était une société privée, elle se prendrait immédiatement une amende sans tergiverser. L'autre point problématique lié au RGPD, c'est que on doit avoir, un pouvoir local doit avoir ce qu'on appelle un DPD, un responsable du traitement des données. Dans 46%, ce DPD est en situation problématique. Soit il n'a pas les qualifications pour exercer cette position, soit il est en conflit d'intérêts par rapport à sa position dans l'organigramme de la direction générale. Parfois, c'est le directeur général lui-même qui est DPD. C'est-à-dire on passe complètement au-delà du besoin d'indépendance que nécessite cette fonction, parce qu'il est d'un côté celui qui fait et décide, et celui qui doit aussi vérifier que les choses se font en conformité. Et enfin, on va parler de sensibilisation également. 91% des agents qui ont été interrogés n'ont jamais été sensibilisés à la cybersécurité et aux risques liés à l'informatique. 73% des responsables informatiques n'ont jamais été formés à la cybersécurité. Même pas une réunion d'une heure de sensibilisation, rien. Et enfin, 61% des agents ne sont pas informés sur les mesures en place dans leurs pouvoirs locaux. Il y a plein d'autres chiffres également que j'aimerais partager avec vous, mais restez informés, peut-être que ce rapport sera diffusé dans les prochaines semaines ou les prochains mois, qui sait. Donc si on regarde un peu les résultats, gouvernance insuffisante. Quand on parle de gouvernance, ça va être tout ce qui est un peu plus administratif. Est-ce qu'il y a une politique de sécurité, une charte informatique? Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'il y a des rôles et responsabilités qui sont définis? En l'occurrence, dans la quasi-totalité, rien n'est fait. La gestion des risques, comme je parlais, c'est un pilier de la cybersécurité. On ne gère aucun risque. C'est-à-dire que même les risques physiques ou environnementaux ne sont pas gérés au sein des pouvoirs locaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque d'inondation? Oui, non, on ne sait pas. Contrôle d'accès, tant numérique que physique, c'est-à-dire les identifiants, même les entrées physiques, par exemple les portes de bureau, etc., etc. Parfois, c'est libre service. Il y a des auditeurs qui sont allés sur site, qui ont pu faire le tour des bureaux sans être inquiétés, sans être interrogés, pour savoir qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là. La sensibilisation à la cybersécurité, aux enjeux associés quasi inexistante, si on l'a vu avec les chiffres que je vous ai partagés. Et enfin, la visibilité limitée ou inexistante sur la journalisation des événements. C'est un terme barbare. Ce que ça signifie, c'est qu'en gros, une attaque informatique va arriver. La question, c'est quand est-ce qu'elle va arriver et quand est-ce qu'elle arrive, comment on réagit. Mais pour savoir comment on va réagir, il faut savoir ce qui se passe sur le réseau informatique, ce qui se passe sur les ordinateurs. Il n'y a aucune visibilité, ou très peu. Et le problème, c'est que s'il y a une attaque de cybersécurité, on ne le saura une fois que une fois que c'est trop tard. Et on va en parler juste après avec l'exemple qui s'est passé au CPS de Charleroi. Ils s'en sont rendus compte quand les employés se sont rendus au travail le lundi matin.
Absence d'inventaire actif, exhaustif et des processus d'incidents structurés. Comme je vous le parlais, la surface d'attaque, vous allez faire une liste, si vous voulez faire la vôtre, vous allez faire une liste de toutes les applications que vous utilisez parce que vous avez besoin de savoir quoi protéger. Pour les pouvoirs locaux, c'est pareil. Dans beaucoup de cas, il n'y a aucun inventaire d'ordinateur, ne serait-ce que ça. Donc, ce qui peut aussi poser des problèmes de stock. On paye un ordinateur, mais qu'est-ce qu'il devient après ? Exigences de sécurité non formalisées, effectivement, il y a parfois des initiatives, mais il n'y a rien qui est formalisé. Manque de compétences informatiques ou cybersécurité en interne, pour des questions de budget ou autre. Gestion des mots de passe largement insatisfaisante, on ne va pas revenir là-dessus, mais la gestion des mots de passe est catastrophique. Et enfin, une pénurie de personnel IT compétent, parce que oui, il y a des questions de budget, de compétences, et les pouvoirs locaux ne peuvent pas rivaliser avec les salaires du privé. Et du coup, c'est compliqué d'avoir du personnel adéquat. Il y a des possibilités qui vont être mises en place également suite aux audits, donc de la mutualisation de profils. La plupart des pouvoirs locaux n'ont pas besoin d'avoir un responsable sécurité à temps plein. Une demi-journée ou une journée par semaine, c'est amplement suffisant. Par contre, s'ils font ça, ils pourraient éventuellement s'offrir le luxe d'avoir quelqu'un. Partager ça avec 5 pouvoirs locaux, vous avez quelqu'un à temps plein qui travaille pour vous. Le ransomware du CPS de Charleroi. Je ne vais pas me faire que des amis avec ce slide, et j'en suis désolé. Vous êtes peut-être au courant, le CPS de Charleroi a été victime de ransomware le 21 août 2023. L'attaque détectée en août a démarré beaucoup plus tôt, au mois de mai. Donc depuis le mois de mai, les pirates étaient sur le réseau, et par manque de visibilité, ils n'ont pas été détectés. Ils ont été détectés une fois que l'attaque a été lancée. Donc dans la nuit du 20 au 21, et c'est le 21 août qu'ils se sont rendus compte que tous les systèmes étaient à plat. Est-ce que sa situation aurait pu être évitée ? Une situation, on ne sait jamais, on ne pourra jamais dire. La seule chose que je sais, et que je peux partager avec vous, c'est qu'un audit de 10 jours a eu lieu en mars 2023, parce que le CPS de Charleroi a fait partie des pouvoirs locaux qui ont été audités. Le rapport complet de 20 pages a été envoyé à la Direction générale en avril 2023. Une mention spéciale a été mise dans le rapport que j'ai adressé au ministre, et rapport qui a été diffusé en juin 2023. Et je sais que le rapport a été lu en juin et juillet 2023 parce que le ministre Collignon a fait une intervention au Parlement wallon en juillet 2023 en faisant référence aux résultats que je vous ai présentés dans les slides précédents. La partie amusante, c'est que le 28 août, on avait une réunion avec la Direction générale de Charleroi pour présenter officiellement le rapport parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était dedans, parce qu'ils jugeaient les résultats de l'audit non satisfaisants et qu'ils voulaient avoir plus de précision là-dessus parce qu'ils ne comprenaient pas que les résultats étaient aussi mauvais. Je laisse le choix à chacun de savoir si c'était une situation évitable ou pas. Je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance. C'est une situation qui a été catastrophique avec des impacts dans le réel. Des gens qui avaient besoin du CPS n'ont pas été payés pendant plusieurs semaines. 6 mois après l'attaque, ils ont récemment récupéré l'usage de leur boîte email. Je crois que c'était fin novembre ou début décembre. Et là encore, tout n'est pas parfait. Mais est-ce que la situation aurait pu être évitée ? Je ne sais pas. En tout cas, ils avaient les recommandations nécessaires pour le faire suite à l'analyse qui a été faite au mois de mars 2023. Oui. Quel est le but des hackers par rapport à ça ? Le but ? Alors la plupart des hackers, oui, la plupart du temps c'est financier, parce que là en l'occurrence ils ont demandé une rançon qui n'a jamais été payée, et le fait est que pour le cas de Charleroi c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était financier, mais peut-être qu'il y a des causes annexes, dans le sens que fin d'année on a appris par les experts cybersécurité qui ont analysé les événements des incidents, que quelques données seulement ont été extraites du CPS de Charleroi, qui étaient les réfugiés ukrainiens qui étaient inscrits au CPS de Charleroi, ainsi que tous les agents travaillant au CPS de Charleroi. Chacun fera son avis sur les motivations derrière, mais généralement, les hackers, leur motivation première, en tout cas ceux qui font ce genre d'attaque, c'est l'argent, ni plus ni moins. Parce que la plupart des sociétés, malgré le fait qu'on dise qu'il ne faut pas payer de rançon, la plupart des sociétés payent des rançons. Oui, très discret.
Un point que je voulais partager avec vous également, mais là, je l'ai rajouté cet après-midi suite à ce qui se passe en France. On est dans une situation un peu similaire avec la Wallonie. C'est la question des prestataires. Il y a certains prestataires qui sont en situation de monopole, et vous devez le savoir. Certains prestataires, leurs services sont utilisés dans 300-400 pouvoirs locaux. Vos données sont à l'intérieur. Et parfois, les prestataires, vu qu'ils sont en situation de monopole et qu'ils sont utilisés par 95-96% des pouvoirs locaux, ils ne respectent pas forcément les normes de sécurité ou les bonnes pratiques en matière de sécurité. Ce qui fait que ce qu'on a découvert lors de ces audits, c'est qu'il y a des partages inappropriés de mots de passe, des mots de passe ridicules qui étaient des mots de passe administrateurs de bases de données partagées entre plusieurs pouvoirs locaux, manque de clarté dans les opérations, encore gestion laxiste des requêtes. On avait demandé plus d'informations au cours de ces audits. On était quand même mandaté par le ministre Collignon. On n'a jamais eu la moindre réponse de leur part. À voir ce qui va être fait, ce qui va être dit. Mais il y a un vrai problème au niveau des prestataires parce qu'à cause de cette situation de monopole et le fait qu'il y a eu un laxisme de la part des marchés lors de l'attribution des marchés publics, c'est un peu la foire d'un poigne. Et donc, il y a une nécessité d'action. Et ça passe par les marchés publics et par la région. C'est-à-dire que c'est la région wallonne qui doit faire en sorte que ces prestataires qui souhaitent travailler avec les pouvoirs locaux, ils respectent certains standards internationaux reconnus. Ça peut être des normes ISO, ça peut être même le CCB par exemple. Le standard du CCB peut être très bien également. Et surtout, c'est établir des obligations de cybersécurité pour l'attribution des marchés publics. On ne peut pas continuer à laisser des prestataires se moquer éperdument des citoyens, parce que c'est exactement ce qu'ils font, il n'y a pas d'autre mot, et je pèse mes mots, c'est se moquer des citoyens, de laisser des gens traiter vos données sans la moindre considération pour la protection de celles-ci. On a besoin de vous. Merci. On va terminer. Il y a beaucoup de choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Malheureusement, le temps était un peu réduit et je m'en excuse. Mais je voulais terminer sur cette petite étude de cas sur le fait que on partage parfois des données ou des informations sans forcément prendre conscience de ce qu'on fait. Ou alors parfois on oublie. Et donc j'ai utilisé ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, ou alors l'intelligence en données ouvertes. C'est en gros faire des recherches sur base des informations disponibles sur Internet, en bibliothèque, etc., etc. Ça peut être des données qui viennent de médias, publications gouvernementales, réseaux sociaux, Internet en général. C'est utilisé dans plein de domaines, pas que en cybersécurité, c'est utilisé par les forces de l'ordre, par des détectives privés, le journalisme, la sécurité nationale, etc., etc., etc. Et donc ça emploie plein d'analyses de données. Donc pour le bien de cette conférence, j'ai décidé de faire un essai avec Antoine. Il s'est porté volontaire. Donc l'objectif, c'était de prendre 5 minutes et 5 minutes chronométrées et voir toutes les informations que je pouvais trouver sur lui en 5 minutes. Il y a certaines choses que je n'ai pas partagées, par respect pour Antoine. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Antoine en moins de 5 minutes sur base de son nom et prénom? C'est un charmant jeune homme de 24 ans qui est né le 19 mai 1999 ? Non 15 mai? Ah, d'accord. Il y a des informations. Ok, j'y étais presque. Donc, il se lance en politique. C'est bizarre parce que tu as mis cette date-là à plusieurs reprises. Ah ouais? Ouais. J'ai même pas le souvenir d'avoir utilisé une fausse date de naissance. Ah si, ça apparaît sur plusieurs sites internet. Des fautes de frappe, peut-être. Et donc, il est animateur socioculturel, il est bricoleur en aménageant des vannes. Jusque-là, rien de bien méchant. Ce qu'on sait également, c'est que c'est un sportif avec un père passionné de triathlon. Il fait du basket, ou en tout cas, il a fait du basket, du hockey et de la boxe française. Il a des comptes sur Strava, Runtastic et Komoot dédiés au sport. Certains ne sont plus utilisés. Il a couru également le 100 km Oxfam en moins de 30 heures. Là, on peut voir effectivement, pour ceux qui ne voient pas, on peut récupérer les informations comme quoi, avec son adresse mail, il a des comptes sur Runstatic, Strava, avec les identifiants qui sont utilisés, la dernière fois qu'il s'est connecté, etc., etc.
Et donc, il a fait les 100 km pour Oxfam. Donc, il fait ça pour la bonne cause. Il a même mentionné que ces fonds allaient servir pour amener de l'eau dans les petits villages africains. Pour- Mais surtout, il aime les voyages. C'est son compte Flickr qu'il a créé en 2020. Ça reste encore très gentil sur les découvertes. Allez le suivre, il y a de très jolies photos, il a que 2 followers. Donc essayez retrouver son compte Flickr du coup. Mais il aime les voyages, c'est une de ses nombreuses passions. C'est pas très écolo, je vous l'accorde. D'ailleurs, ça va à l'encontre d'un des engagements des engagés, de préférer le train à l'avion, mais soit. Il fait de très belles photos. Et parmi ses passions, il s'est essayé aux échecs sur chess.com. Il a arrêté en 2021. Il s'est arrêté en... parce que dans la réalité, ça va. 100% de ratio de défaite sur chess.com, donc il a arrêté. Il essaye l'apprentissage de l'anglais sur Babbel et Duolingo. Oui. Parce qu'en fait, j'ai réussi à trouver son profil sur Duolingo et en allant sur son profil sur Duolingo, j'ai pu voir l'historique de ses jeux. Non, mais chess.com. En fait, j'utilise des outils dédiés à donc l'open source intelligence où en fait, je peux récupérer les informations en mettant une adresse mail ou un nom ou un prénom. Mais attends, comment est-ce que tu sais voir sa navigation sur, par exemple, chess.com ou lichess.org? En fait, avec son adresse mail, je peux voir sur tous les sites sur lesquels il s'est inscrit. Et en fait, il y a un profil qui est public, c'est le cas de chess.com ou Duolingo, où donc j'ai pu voir sur Duolingo qu'il avait utilisé ça pour essayer d'apprendre l'anglais, parce que c'est donné des publics. En fait, on ne se rend pas compte qu'en créant un profil en ligne, la plupart du temps, c'est un profil public. Et du coup, son adresse mail est utilisée dans la plupart des services, Spotify, Adobe, Firefox, Dropbox, eBay, SoundCloud, Instagram ou encore Deezer. Par exemple, Deezer, c'est là où j'ai trouvé ton adresse physique. J'ai trouvé également ta date de naissance. Ouais. Et par exemple, là, j'ai caché les sites internet en question, mais en plus de la plupart des services que j'ai mentionnés, il a repéré une vingtaine de sites internet où l'adresse mail qui est utilisée pour cette conférence, antoine.pile@gmail.com, est utilisée sur une vingtaine de sites internet. Et donc, ce qui est important de comprendre, vous vous souvenez de la surface d'attaque plutôt? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un hacker, s'il veut vous traquer, en fait, il va savoir quel levier utiliser pour pouvoir voler vos données. Parce que il y a un site qui s'appelle haveibeenpwned.com qui détecte tous les sites internet sur lesquels vous vous êtes inscrit où il y a eu une brèche de données. En l'occurrence, pour Antoine, 3 sites, Canva, Deezer et Nitro. Sur Canva, je n'ai pas pu récupérer son mot de passe parce qu'il s'est connecté avec son compte Facebook. Deezer, c'est là où j'ai récupéré son adresse physique, sa date de naissance, mais qui était erronée de 4 jours, mais quand même. Et Nitro, Je sais même pas c'est quoi Nitro. c'est pour les PDF, Ok. où j'avais pu récupérer un mot de passe qu'il avait utilisé. Ce mot de passe, il n'est pas disponible directement, c'est ce qu'on appelle un mot de passe haché, donc un mot de passe chiffré si vous préférez. Techniquement, avec ça, je ne peux rien faire. Le problème, c'est que sur Internet, il est facile de trouver la correspondance entre le hachage de mot de passe et sa correspondance avec le vrai mot de passe. Cette version-là du mot de passe, je peux retrouver la version finale. Je l'ai cachée pour évidemment des raisons de sécurité et j'espère que tu ne l'utilises plus. Mais du coup, j'ai pu récupérer un de ses mots de passe en moins de 5 minutes. Est-ce que c'est la rue de chez toi? C'est ma maison là. Ah ben voilà. C'est clair, oui. Grâce à Deezer, j'ai pu récupérer son adresse. Et enfin, je ne sais pas s'il est marié ou pas, mais je sais, grâce aux réseaux sociaux, qu'il adore porter des robes de mariée. Et ouais, C'est qu'il les porte bien. Ah, il les porte très bien en tout cas. un souvenir d'Amsterdam. Alors, si j'ai encore 2 petites minutes, je vais vous laisser avec 3 conseils. Alors, ceci est un billet de 50 $ australiens. La raison de pourquoi je vous montre ça, je vais l'expliquer directement parce que les gens ne voient pas. Ça a été imprimé 50 millions de fois. Il y a une faute de frappe. La faute de frappe est sur le mot responsibility. Il manque le i. Ce qui est amusant, c'est que 7 différentes personnes ont eu à charge de vérifier le billet avant impression. Les 7 personnes ont validé le billet en disant il n'y a aucune faute d'orthographe, tout est bien. On est sur un biais de responsabilité où en fait, vu que la personne d'avant a approuvé, on va avoir tendance à être un peu moins vigilant
parce qu'on se dit la personne d'avant a approuvé, donc pourquoi il y aurait un problème. C'est juste pour vous rappeler qu'une faute, une URL, une adresse internet avec une faute de frappe à l'intérieur qui vous amène sur un mauvais site internet, ça peut être très difficilement détectable. Parfois, les hackers vont utiliser l'alphabet cyrillique en plus de l'alphabet latin pour avoir une lettre qui ressemble à un A mais qui n'est pas un A en fait. Donc soyez vigilants pour détecter les fautes de frappe. Et également, et si on vous envoie quelque chose, ne jamais faire confiance. Soyez poliment paranoïaque. Autre conseil, qui a vu Matrix? Ok. Vous vous rappelez de cette scène avec Fiona Johnson, qui est dans cette magnifique robe rouge? Ok, pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, et je suis un peu déçu du coup, Matrix, en fait, cette scène-là apparaît quand Neo, l'élu, était en pleine simulation, en plein test de savoir comment elle allait se comporter. Et en fait, c'est un phishing, parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu le film, cette jolie demoiselle à la robe rouge va se transformer en l'agent Smith, qui au final peut être, avec l'analogie, un hacker. Donc ne croyez jamais ce que vous voyez. C'est toujours une technique de distraction et de jouer sur l'émotion, parce qu'effectivement, dans ce contexte-là, la robe rouge va nous alerter, et donc on va être distrait, et au final, ça va être un tueur derrière, en tout cas, en l'occurrence, un hacker. Et je vais terminer sur ces 5 conseils, en tout cas, le top 5 des regrets des personnes qui ont été piratées. La première, c'est de ne pas avoir sauvegardé leurs données. La deuxième, c'est de ne pas utiliser des mots de passe forts et de réutiliser les mêmes mots de passe. La troisième, de ne pas avoir utilisé l'authentification à double facteur, donc l'utiliser quand vous le pouvez. Faire confiance à des emails ou des sites web suspects, ça paraît évident. Mais surtout, et c'est là où je vais insister, qui est le dernier point, ne pas avoir été proactif en matière de cybersécurité et de sécurité. N'attendez pas que les choses arrivent pour changer les choses. C'est tout pour moi.